C'est la première fois qu'on crée une maison d'accueil spécialisée pour accueillir des adultes ayant plusieurs types de handicap. Polyhandicap, personnes souffrant de maladies neuroévolutives, personnes autistes et puis personnes traumatisées crâniennes. Nous avons voulu que cet établissement réponde conformément au cahier des charges à ce que l'on appelle une haute qualité environnementale. Donc c'est pour cela que vous voyez beaucoup de structures bois. Et nous sommes dans un espace de verdure également. Et nous avons construit cet établissement avec la perspective de création de 25 emplois de travailleurs handicapés. C'est pour cela que nous y avons annexé un établissement et services d'aide par le travail, pouvant offrir un certain nombre de services à l'établissement. L'intégralité de la restauration, l'entretien des locaux et la blanchisserie. Et à terme, nous aurons aussi les espaces verts. On arrive ici pour 8 heures, on se prépare, on intègre l'atelier, on sort le linge des séchoirs pour qu'il puisse être plié ou repassé. Puis après on remet du linge à tourner dans les séchoirs, on remplit les machines, on les revide et voilà. Les choses ne sont pas figées à l'arrivée d'un travailleur. L'idée c'est vraiment de percevoir un petit peu ce qu'il sait faire, les compétences qu'il pourrait développer. Et d'amener ces personnes-là vers l'acquisition de nouveaux savoir-faire. Les travailleurs de l'ESAT sont amenés très régulièrement à croiser les résidents de la MAD, ou lorsque les travailleurs vont se restaurer le midi, dans cette salle de restaurant, il y a également des résidents de la MAS qui sont présents. Et les choses sont fluides, les échanges sont souvent très spontanés. Les personnes autistes, cérébro-lésées, traumatisées crâniennes, on peut les retrouver ponctuellement dans les autres maisons d'accueil spécialisées, mais pas dans des quartiers bien spécifiques avec des projets de services spécifiques. Donc l'idée que j'en ai d'un établissement comme celui-ci, c'est vraiment qu'il y ait un projet d'accompagnement spécifique, parce que dans l'accompagnement au quotidien, il le faut, mais qu'il y ait beaucoup de projets transversaux et qui puissent donner cette forme de vie ensemble qui permet vraiment aux personnes d'avancer et de ne pas, si on prend par exemple les personnes autistes, de ne pas s'enfermer sur elles-mêmes. C'est vraiment le choix des résidents, aidés bien sûr par les encadrants, d'appeler les quartiers par des quartiers parisiens. Et c'était aussi de par l'expérience de professionnels, d'avoir connu trop de structures où les unités de vie s'appelaient A, A', B, B'. On est en charge de faire pour chaque résident un projet personnel en fait. Lui redonner goût à la nourriture pour certains, pouvoir travailler à la mémoire pour d'autres, une relation peut-être avec des familles, recréer un lien, les sociabiliser au niveau, voilà, les faire bouger beaucoup plus sur l'extérieur. Vivre au mieux en fait cette progression de la maladie qui va être là et d'essayer de faire au mieux en fait qu'ils l'acceptent et que on puisse faciliter leur acte de vie quotidienne. Comme nous avait dit la neuropsychologue, plus ils combattent la maladie, moins elle arrivera. Donc peut-être que l'état psychologique peut aider au mieux. Sincèrement, oui, je pense que... Mais de toute façon, la maladie est là, donc il n'y a pas de... Elle peut évoluer moins vite. Voilà. Oui. On n'est pas là aussi que pour apporter du médical aux résidents, ils ont besoin de faire des activités.
se divertir, se faire plaisir. Donc en fait, mes fonctions, c'est plus un rôle d'animation, coordonner les différentes activités au sein des différentes unités. Donc proposer des activités, donc, comme vous pouvez constater ici, activités physiques adaptées. Il y a aussi des activités culturelles, organiser des sorties aussi sportives, culturelles. Ça permet aux personnes d'avoir un cadre dans leur vie, dans leur projet de vie, et puis ça balise le rythme aussi des professionnels. Et ça c'est important parce que c'est des repères aussi pour eux. Ils ne sont pas pris dans une forme de vide qu'on peut trouver parfois dans les maisons d'accueil spécialisées, car autour du handicap peut parfois des handicaps très importants où les personnes ne parlent pas, ne s'expriment pas, les corps sont déformés. Il peut y avoir quelque chose d'un peu mortifère. C'est un poste entièrement à part par rapport aux autres métiers, mais à part entière aussi. Moi, je leur fais découvrir aussi tout ce qui est musique du monde, où là, on va être sur différents continents, sur l'Asie, sur l'Europe, sur l'Afrique, où là, vraiment, il y a des styles de musique complètement différents qu'ils ne connaissent pas. Je ne sais pas si on le voit derrière, j'ai un petit tambour à eau qui vient d'Afrique, où les sons de cet instrument sont vraiment très très apaisants, lourds. Les Africains utilisent justement cet instrument pour apaiser les personnes. Donc j'ai testé cet instrument-là avec tous les résidents. C'est vrai que ça a un effet vraiment très très positif. Quand on est en art-thérapie, on travaille sur la sensorialité. C'est ça que vous sollicitez d'abord. Et c'est parce qu'ils jouent avec cette sensorialité qu'ils rentrent dans le cheminement esthétique. On n'a pas vraiment de projet. On a juste le projet de vivre une aventure dans l'instant présent. Et c'est cette aventure-là qui va vous permettre de raconter une histoire au fur et à mesure des séances. Et c'est là que l'œuvre arrive. Mais si vous dites dès le départ on va faire une œuvre, c'est le vertige total. Personne ne va jamais vouloir rentrer dans la salle et moi je ne vais jamais vouloir induire quoi que ce soit là-dessus.